Les 10 000 abonnés, je l'aurais attendu cette FAQ. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo FAQ des 10 000 abonnés. Merci infiniment de votre soutien de plus en plus nombreux et chaleureux. À l'époque du premier boom de ma chaîne, je m'attendais pas à autant progresser. Il faut se faire du bien à l'ego de temps en temps et je suis trop content du chemin parcouru. Que ce soit avec vous et vos retours, les relations professionnelles, l'évolution en général, bref, trop heureux d'être enfin avec vous sur cette vidéo FAQ 10 000 abonnés. En soi, j'avais très envie de faire cette vidéo. Je sais pas pourquoi ça me trotte en tête depuis des années de toujours faire des FAQ. C'est toujours un format de vidéo que j'ai bien aimé en fait auprès des autres youtubeurs, des autres créateurs vidéo. Je suis sur YouTube depuis février 2011 et ça fait à peu près depuis 2021 que la chaîne progresse vraiment et est vraiment recentrée jeux de société et on est parti pour encore pas mal d'années si tout va bien. J'en profiterai pour moi vous poser une question à la fin de cette vidéo car j'ai vraiment besoin de votre avis. Et donc pour vous remercier de ces 10 000 abonnés, en plus de toutes les réponses, j'ai grâce à certains éditeurs beaucoup de jeux à vous faire gagner. Et donc vous allez être plusieurs à gagner certains jeux. Le premier lot, eh bien c'est de gagner un Rivals. Rivals c'est un jeu de Battle Royale que je vous ai présenté brièvement lors de ma vidéo où je vous racontais tous les jeux auxquels j'avais joué depuis le début de l'année. Et donc vous avez un Rivals à gagner, par contre en anglais. Donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il n'y aura pas de problème. Le deuxième lot à gagner, c'est la version standard du jeu Ethereum. La version retail, la version boutique, qui est déjà super jolie, hyper bien optimisée. Ici vous voyez la version Kickstarter, c'est la moitié en termes de taille de boîte, donc c'est vachement pratique. Jeu de programmation chaotique, asymétrique, vraiment un super jeu. Et les lots suivants que j'ai à vous faire gagner, eh bien c'est Asmodée qui vous les offre. Le premier lot, eh bien c'est gagner un Frosthaven. Oui, dans cette vidéo, vous pouvez gagner un Frosthaven, cette énorme boîte qui fait, je sais plus combien elle fait celle-là, mais c'était beaucoup plus lourd que Gloomhaven. Eh bien c'est 16 kilos, je viens de le regarder, qui fait Frosthaven, et clairement vous avez de quoi faire avec ce jeu. Le deuxième lot à gagner, c'est Kikai. Kikai, revisite de Bricolage Heads qui arrivera courant fin octobre. Troisième lot, un Pandémique Seigneur des Anneaux. Sûrement l'un des meilleurs Pandémiques, même s'il y a des gens qui pourraient être déroutés par les jets de dés, mais c'est une adaptation vraiment réussie de Seigneur des Anneaux mêlé à Pandémique, c'est vraiment génial. Autre lot, Dune Guerre pour Arrakis, un jeu que j'avais mis dans mon top 10 de l'année 2024, c'est pas pour rien. Gros jeu d'affrontement avec un gros livret de règles, mais sincèrement beaucoup plus simple qu'il n'en a l'air. Lot suivant, La Bataille de Hoth, la revisite de Mémoire 44 version Star Wars. Si vous voulez des infos sur à quoi ressemble Mémoire 44, eh bien j'avais fait une vidéo je teste enfin. Ensuite un lot de 2 jeux. Zombicide White Death, donc le dernier arrivé de la gamme Zombicide qui est une forme de Zombicide typé Tower Defense, et Zombicide Gear Up, qui, comme vous le savez, est le zombicide que j'avais mis en top 1 de mon année 2023, du jeu à cocher coopératif, hyper agréable, par l'auteur de Cartographeur, entre autres, mon jeu à cocher préféré. Lot suivant, le Seigneur des Anneaux Duel que j'avais mis dans mon top 1 2024, avec cette huile promotionnelle. Donc pour rappel, c'est la revisite de Seven Wonders Duel, en encore mieux, bon ça après c'est à débat, mais c'est vraiment très bien. Un des meilleurs jeux à 2 sur le marché. Ensuite, un autre lot avec 3 jeux dedans, Tower Up, Duel pour Cardia et Flatiron. Oui, il y a 2 jeux que j'ai pas aimé dedans, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas apprécier et jouer, et donc que je puisse vous les offrir. Ensuite, un autre lot de Zombicide, Army of the Dead et Zombicide Gear Up, donc encore un Zombicide Gear Up à faire gagner. Donc il y a du Zombicide à gagner. Encore un autre lot pour gagner un Demeure de l'épouvante, un autre pour gagner un Descent, sacré gros jeu, et le dernier lot, c'est pour gagner la gamme complète de Hit, à savoir Hit et ses 2 extensions. Vous avez une belle quantité de jeux à gagner, vous serez beaucoup à gagner ici. Et comment faire pour participer? Il faut s'abonner à la vidéo, liker et commenter quelque chose. Peu importe ce que vous commentez, vous participez à ce concours. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais et que vous ne voulez pas gagner le Rivals, indiquez-le en commentaire quand même. Le tirage au sort se fera la semaine prochaine. On se contactera sur Instagram, donc il faut que vous puissiez me contacter sur Instagram. Après, je récupère tout ça. Il y aura un peu d'organisationnel, je vous le cache pas. Merci à tous et bonne FAQ. Allez, on arrête de tergiverser, on va commencer par la première question. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne ? Eh bien, alors, si c'est pour des jeux en pagaille, c'est facile, c'est parce que ça rime avec Lizofy. Et donc des jeux en pagaille, ça fait genre beaucoup de jeux, voilà, ça restait dans le thème du jeu, c'était cool. Mais pour ce qui est de Lizofy, eh bien je ne sais pas. C'est une question à laquelle j'avais déjà répondu il y a très longtemps sur mon ancienne chaîne YouTube, et j'avais déjà répondu à cette question, pourquoi Lizofy? Je ne sais pas. Lizofy c'est un pseudo que j'ai inventé quand j'étais tout petit. Je me souviens déjà d'avoir utilisé ce surnom à partir de la première section
section de maternelle. Et en fait, ce personnage Lizefy, c'était pas genre je me prenais pour lui, mais c'était un personnage que j'avais inventé pour une histoire que j'inventais autour du personnage de Lizefy qui était le fils du dieu des pouvoirs. Dans ma tête, les pouvoirs c'était je fais ça et ça crache de la glace, un petit peu comme la Reine des Neiges, ou encore plein d'autres pouvoirs du genre. Et c'est comme ça que Lizefy est né. Et après, autour de ça, j'ai créé tout un univers, tout plein de personnages différents, inspirés de Dragon Ball Z, de Full Metal, de plein d'autres trucs comme ça. Lizefy, c'est une histoire très très longue, donc en soi, ça ne vient de rien dans le sens que le mot lui-même, Lizefy, ne sort de rien de particulier. Par contre, ça vient d'une histoire que j'avais inventée et où le prénom du personnage principal s'appelait Lizefy. Donc voilà, j'aurais pas plus d'infos. Question suivante, est-ce que je joue avec des amis ou est-ce que je fais partie d'un club ou quelque chose de similaire? Alors globalement, je joue une fois par semaine avec mes amis, un petit groupe de joueurs. La plupart du temps, on est 3 ou 4 et on arrive à jouer une fois par semaine. Ça, c'est pour le truc très régulier. Après, je joue de temps en temps avec ma compagne. Donc là, j'ai pas de chiffre en tête précis de quand est-ce qu'on joue, mais en tout cas, ça nous arrive régulièrement. Et après, ça m'arrive d'inviter soit des personnes que j'ai rencontrées à travers les salons de jeux de société, comme par exemple Lucas de Tripty Games. Allez voir son Insta, c'est toujours aussi fou. Ou encore Atom, qui est quelqu'un qui bosse chez les Ludovox, que j'invite de temps en temps pour jouer. Et ça nous permet tous les deux de tester des jeux du moment, donc c'est plutôt cool. Et comment j'ai rencontré ce cher Atom, par exemple? Eh bien, effectivement, de temps en temps, je joue dans des associations. Ça m'arrive d'aller à une association le jeudi soir à Bourgoin-Jallieu, qui s'appelle les Ludochons, et je vais aussi dans une autre association qui est au Chaffard, proche de Colombier. Et là-bas, c'est une petite association où on se voit de temps en temps le vendredi soir. Au niveau de ces associations, j'y vais pas souvent. En vrai, j'y vais vraiment pas souvent. J'aimerais y aller plus souvent, mais il y a deux choses qui me réfrènent. La première, c'est que souvent le lendemain, j'ai besoin de me lever tôt. Et en fait, la deuxième raison, qui est sous-jacente finalement, c'est que c'est le soir. Je n'aime pas aller dans un endroit le soir. Je n'aime pas les clubs. Je n'aime pas les trucs comme ça d'après-travail, d'après-école, même à l'époque. J'ai du mal en fait avec l'ambiance que je ressens autour de moi. Alors il faudrait que je travaille dessus, c'est sûr, mais ça fait partie de moi. J'ai toujours du mal, par exemple, quand on est dans les salons de jeux de société et que le soir on se retrouve pour aller faire des jeux, c'est pareil. Je suis pas très à l'aise, on va dire ça comme ça. Donc ça m'arrive d'aller dans ces associations, mais pour y aller, il faut que je me mette un bon coup de pied au cul parce que je galère en fait mentalement, tout simplement. Et donc dans ces assos, l'avantage c'est que ça me permet de soit tester de nouveaux jeux, soit surtout de jouer à des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé jouer, des choses peut-être parfois un peu anciennes, mais voilà, ça permet surtout de jouer encore plus régulièrement. Alors la question suivante, est-ce que j'ai envie de concevoir ou de développer un jeu? La réponse Et oui, mais j'ai pas les compétences. Je dis que j'ai pas les compétences. Je pense que avec les influences de jeu, je sais à peu près vers où je veux aller. J'ai un document Word sur lequel j'écris toutes les idées qui me viennent autour d'un jeu depuis pas mal de temps. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment que je m'y penche, que j'y prenne du temps. J'avais parlé dans la vidéo le jeu que j'imagine dans mes rêves, d'un jeu de conquête asymétrique, finalement très inspiré d'un Gloranta ou d'un Cthulhu Wars. Est-ce que je suis encore sur cette idée-là? Plus ou moins, mais oui, j'ai envie de développer un jeu, mais je n'ai absolument pas les compétences pour développer un jeu. Peut-être qu'il faudrait que je parle un peu plus d'auteurs de jeux, pour savoir quelles sont leurs manières de réfléchir, parce que je pense que c'est ça qui me manque. J'ai déjà créé des films, et je vois la compétence que ça demande, je vois les réflexions que ça me demande. Autant un jeu, j'ai toujours l'impression de pomper une idée de mécanique, d'orientation de partie, bref, je crois que je me mets des barrières à moi-même, qui m'empêchent de vraiment avancer dans la progression et la création de ce jeu que j'aimerais faire. Donc affaire à suivre, mais oui, je suis pas mal bloqué à ce niveau-là. Alors ces questions, vous me les avez posées dans les commentaires de certaines vidéos, et notamment les vidéos concernées sont une vidéo le jeu et une vidéo où je présentais tous les jeux que j'ai joués depuis 6 mois. Et dans cette vidéo, on m'a posé la question, j'ai un avis très positif sur la majorité des jeux que tu as présentés, y en a-t-il que tu n'as pas aimé, que tu as décidé de ne pas présenter? Si oui, lesquels? Et donc je vais rediriger directement vers cette vidéo dans laquelle je parle des jeux que je n'ai pas aimés de cette année. Je vous les cite rapidement, mais vous allez voir la vidéo et vous verrez pourquoi. Donc ces jeux-là, c'est Flatiron, Inc, Agent Avenue, Présage, Kingsburg et Azul Duel. Donc là, vous avez la liste de ceux dont je parle dans la vidéo, et je rajouterai un petit dernier qui m'est arrivé il y a pas si longtemps. Il s'agit de Cardia. Cardia qui est encensé partout, et moi j'y ai joué, j'ai fait « Ah, c'est malin, je m'en fous ».
Bah il y a des fois en fait juste ça ne me touche pas. Et en l'occurrence Cardia, je me suis dit en ayant fait quand même pas mal de parties, bah que oui c'est intéressant, c'est simple, c'est efficace, mais ça ne me procure aucune émotion, aucune attente que j'ai de la stratégie et que j'ai d'un jeu en général. Et donc, bah, Cardia pour moi, ça a été un bref. Donc je ne l'ai déjà plus. Encore une fois, est-ce que le jeu est mauvais? Bah non, c'est juste ça ne me parle absolument pas. Mais ça ne vous empêche pas de le tester. De toute façon, une partie, ça vous prendra 5 minutes, donc franchement, vous allez pas perdre du temps. Et je le dis, j'ai pas perdu du temps en jouant à ce jeu, clairement pas. Alors, question suivante, combien j'ai de jeux? Alors, on va aller tout de suite voir, moi je tiens un MyLudo, donc si jamais vous voulez voir ma collection de jeux, eh bien, elle est sur MyLudo. Et MyLudo me dit, alors, il me dit que j'ai 459 jeux, mais on va lui mettre le petit filtre pour le dire uniquement les jeux de base, et j'ai 347 jeux. C'est déjà trop. C'est déjà trop, j'en fais souvent une blague avec des shorts YouTube, des reels, des TikTok. Mais oui, c'est trop en fait. Quand on a autant de jeux comme ça, on ne peut pas en profiter, on garde des jeux, on sait pas vraiment pourquoi. Si, souvent c'est de l'attache émotionnelle, mais qui ne se repose sur pas grand chose. Donc j'ai 347 jeux, mais est-ce que ça représente vraiment les jeux que j'ai, auxquels je joue vraiment, etc. Ça je saurais pas te dire. En tout cas en référence pure, j'en ai 459 au moment où je tourne cette vidéo. Ça se trouve, j'en ai oublié certains que j'ai enlevés, mais voilà. Mais je vous le dis, c'est trop. Alors je sais, il y a pas mal de gens qui ont plus de 1000 jeux, qui ont la place d'avoir plus de 1000 jeux, mais dans mon appart, ça commence à devenir très compliqué. Est-ce que je vends des jeux, surtout ceux dont tu ne joues plus ou dont ton public s'est lassé? Alors, est-ce que je vends des jeux? Oui. Est-ce que je vends des jeux qu'on m'a envoyés parce que je suis sûr que la question va être posée? Oui, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo influenceurs et jeux de société, j'y retourne à chaque fois pour expliquer absolument tout ce qui s'est passé autour de l'influence dans le jeu de société et ce pourquoi je dis ou que je ne dis pas des choses. Mais est-ce que c'est une raison de je joue plus ou mon public s'est lassé? Les jeux que je vends, c'est soit je suis quasi sûr de ne jamais le ressortir. Par exemple, je me suis débarrassé de Branle-Bas de Wombat, que j'adore énormément, je me suis marré comme pas permis, un des rares jeux à rôle caché où je me suis marré et où surtout je trouve ça tellement con que pour moi c'est super drôle. Mais en fait, mon groupe de joueurs, les joueurs avec lesquels je joue le plus, bah en fait n'aiment pas ces types de jeux. Donc je m'en sépare. Après il y a les jeux que je n'aime pas ou que j'en ai rien à foutre. Donc forcément tous les jeux que j'ai cités que j'aimais pas, bah je les ai vendus. Et puis il y a les jeux où on se résigne, on se dit ouais non tant pis, je vais pas y jouer, je vais pas y rejouer, je vais pas finir la campagne, par exemple Familiar Tales. On y a joué plusieurs fois pour justement pousser un peu plus loin, savoir si le jeu nous plaisait plus. Bah la réalité c'est que on a d'autres jeux qui nous plaisent plus, donc on se sépare de ce type de jeu là. Challengers, je m'en suis séparé. J'ai eu plusieurs Exploding Kittens, bah du coup j'en ai gardé qu'un seul. Bref oui, je vends des jeux, je vends beaucoup de jeux parce que bah faut vider les étagères et c'est pas toujours facile. Il y a des jeux on les met en vente, ils partent tout de suite, il y en a c'est vraiment compliqué. Tes vidéos le jeu paraissent dépassées car on voit que les participants ont la même coiffure et vêtements alors que ce n'est pas en adéquation avec leur publication actuelle. Alors j'en parle dans une vidéo qui normalement sort la semaine prochaine parce que les vidéos le jeu, le dernier épisode en soi est sorti, le dernier épisode de la saison 2, le jeu solo. Pour faire une réponse courte, quand j'interviewe une personne, on interviewe toutes les questions d'un coup et après je découpe tout ça en différentes réponses. Et donc bah ça donne ce truc des vidéos dépassées. Raconte-nous comment tu es entré dans le milieu du jeu de société, l'histoire de ta chaîne, les influences qui t'inspirent, avec qui tu joues le plus souvent et ton métier. Bon bah c'est pas mal de questions en une, mais on va essayer de répondre. Alors dans le milieu du jeu de société, après je vais répondre de deux manières parce que je sais pas si ta question est formulée de telle ou telle manière, mais en gros moi je découvre le jeu de société en 2015. Quand je dis découvrir, je parle des jeux de société modernes, donc en gros découvrir qu'il y avait autre chose que le Monopoly, c'était en 2015, lors d'un nouvel an. J'avais découvert Citadel, j'ai trouvé ça dingue et je me suis dit putain mais les jeux de société c'est ça, je veux trop savoir ce qui existe d'autre. Et donc je suis allé dans une boutique, j'ai acheté Fatal Rendez-vous que je n'ai plus parce que bof, mais surtout Captain Sonar ce jour-là, et là j'ai fait waouh. Et ce jour-là j'avais même découvert Horror Arkham, le jeu de plateau, et ça c'était ouf. Donc je découvre le jeu de société à ce moment-là, je joue au fur et à mesure à des jeux de société, je découvre un Kickstarter de Resident Evil 2, je le back parce que moi je suis un gros fan de Kickstarter, et là en vient mes premiers temps en vidéo jeu de société où je fais une vidéo sur Resident Evil 2, l'unboxing de mon gros Kickstarter, j'étais trop fier, trop content, je trouvais ça incroyable alors que le jeu était pourri. Et après ça, bah, je me dis je vais faire des règles de jeu de Resident Evil 2, donc je fais la règle de jeu de
toutes les boîtes qui existent de Resident Evil 2. Je fais aussi une règle de jeu sur le jeu Ruby, je fais une règle de jeu sur le jeu Tragedy Looper, je fais une règle de jeu sur Planet Apocalypse, et tout ça a amené que plus tard je me concentre sur le jeu de société, parce que j'en achetais de plus en plus, parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait sans me lasser, où plus j'en découvrais, plus j'avais envie d'en découvrir, mais aussi plus j'avais envie d'aller en profondeur dans les jeux que j'avais. Et surtout, en achetant ces différents jeux, je découvre différentes chaînes, comme Le Passe-Temps, qui faisait ses top jeux de société, j'aimais beaucoup l'idée, jusqu'à ce que je découvre la série de vidéos Ce jeu qui par Le Passe-Temps, où je leur ai demandé est-ce que ça dérange si je reprends le concept parce que j'aimerais aller beaucoup plus loin. Ils m'ont dit on l'a déjà emprunté à jeuxvideo.com. J'ai expliqué cette histoire 10 000 fois, mais voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui avec l'évolution à vraiment se recentrer sur le jeu de société, le jeu, les jeux testent enfin, les vidéos top, bref, pas mal de vidéos autour du jeu de société où je me suis vraiment concentré sur le jeu de société à partir de 2021. Après, pour ce qui est l'histoire de ma chaîne, ça c'est une histoire vraiment très très longue, puisque comme je le répète très souvent, j'ai commencé en février 2011 à faire des vidéos au début sur ma saga MP3, puis après j'ai fait des vidéos de jeux vidéo comme beaucoup de gens à cette époque, pour ensuite faire un peu de stream, sortir une nouvelle chaîne qui est la chaîne actuelle sur laquelle je parlais de un peu tout et n'importe quoi, et notamment de cinéma. Je parlais de japonais, je parlais de jeux de société, je parlais de cinéma, je parlais de musique, je parlais de beaucoup de choses différentes. Mais il fallait que je me recentre et je suis arrivé sur le jeu de société. Après, la question, les influenceurs qui m'inspirent le plus, c'est pas facile à répondre parce que ça a changé très très régulièrement. Pendant un temps, c'était Mr. Fox qui m'inspirait beaucoup dans le format de vidéo, même si j'ai jamais eu la patience et l'envie de faire des formats aussi écrits et montés, etc. Après, au niveau des jeux de société, je l'ai dit il y a pas mal de temps déjà, je crois à la dernière FAQ, que je suis pas très consommateur de vidéos jeux de société, à part Le Passe-Temps, l'extension du Passe-Temps, Coralie de Dit on joue un petit peu, Pénélope aussi un petit peu, mais en général quand je regarde ces vidéos-là, je suis pas très assidu, on va dire ça comme ça. Donc je dirais que Le Passe-Temps est la chaîne qui m'a le plus donné envie de vraiment faire des vidéos jeux de société, mais en termes de format, pas forcément, et j'espère apporter ma propre identité sur certains formats, notamment les jeux testent enfin. Le jeu, j'ai déjà dit d'où ça venait, donc c'est un peu Le Passe-Temps quelque part, mais voilà, mes influences, c'est plutôt des anciens youtubeurs que des youtubeurs actuels. Alors une question suivante, peut-être plus rapide, à quand une rubrique JDR et ou Wargame avec figurines sur la chaîne? Il y a pas mal de temps, au début de l'activité permanente de cette chaîne, je faisais des vidéos avec Christophe, et en soi j'ai toujours envie de faire des vidéos avec Christophe. Néanmoins, on n'arrive pas à se poser pour le faire. À la base, on devait faire toute une série sur le jeu God Tier. J'en avais fait une vidéo règle pour préparer cette série de vidéos sur God Tier, et on s'y est jamais vraiment replongé. Donc ça, c'est pour l'aspect Wargame figurine, même si c'est pas vraiment un Wargame God Tier, mais en ce qui concerne les vrais Wargames pur jus, je pense pas qu'il y aura de vidéos régulières autour de ça. Ça pourrait arriver que je parle de ces types de jeux-là. D'ailleurs, c'est arrivé pour le jeu de rôle où j'ai fait 2 ou 3 vidéos dessus, mais globalement, ces jeux-là sont des jeux auxquels je joue moins. C'est comme le TCG, j'y joue beaucoup moins. Il y a très peu de TCG dont je profite réellement, et c'est pour ça qu'il y a très peu de vidéos sur des TCG. Et c'est pareil pour les JDR et Wargame. Le JDR, c'est quelque chose qui me fascine, où à chaque fois que je plonge dans un univers de JDR, je fais c'est incroyable, faut vraiment qu'on en fasse plus, etc. Mais en termes de temps passé, il faut réussir à allouer du temps pour chaque type de catégorie de jeu, et ça c'est le moins facile, il faudrait pouvoir jouer beaucoup plus souvent. Les wargames, c'est juste pas ma cam, même si je reparlerai de figurines parce qu'en fait j'ai oublié que j'avais fait il y a quelques années maintenant une vidéo sur participer avec moi à la pile de la honte des peintures de figurines, parce que depuis j'ai fini pas mal de figurines peintes, et il faudrait que je vous montre tout ça. Est-ce que tu as déjà créé ta propre extension fait maison d'un jeu? Est-ce que altérer une règle pour qu'elle soit plus juste, est-ce que c'est vraiment créer une propre extension? En vrai, si je devais répondre honnêtement à cette question, non. Non, je ne crée pas d'extension pour les jeux auxquels je joue, parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup à faire avec soit des jeux de base, soit des jeux justement avec leurs propres extensions. Ou alors c'est que le jeu n'en vaut pas la peine. La première fois que j'avais vu ça, c'était justement pour Resident Evil 2, où il disait t'as qu'à changer les règles de ton jeu, et comme ça, tu pourras jouer à ce jeu correctement. Je suis pas là pour ça. Je suis clairement pas là pour ça. Et quand je dis est-ce que corriger 2-3 trucs
truc, ça fait une extension. C'est par exemple dans Planète Apocalypse, il y a un jeton qui s'appelle le jeton Intervention Divine. On peut l'utiliser une fois dans toute la partie pour relancer un hasard. Un tirage de cartes, un jet de dés, voilà, des trucs comme ça. Et on a utilisé cette règle pour Zombicide, parce que Zombicide est un jeu qui peut être extrêmement injuste. Et donc il y avait un tirage de cartes qu'on a fait passer grâce à plus ou moins un jeton Intervention Divine. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais c'était juste pour rendre la partie un peu plus juste. Un nouveau format de vidéo à venir, est-ce que c'est un format? Dans le sens, est-ce que j'en ferai plusieurs? Il est certain qu'il y aura des plus grosses vidéos sur la chaîne. Quand je dis plus grosses, c'est de l'ordre de l'heure, voire des 2 heures. Quand je dis vidéo, je parle pas de parties de jeu, hein, parce que les parties de jeu, c'est un format qui est très stream finalement, à juste changer les caméras. Là, je parle d'une vidéo écrite, d'une vidéo avec un propos particulier. Mais il est possible qu'il y ait d'autres formats sur la chaîne beaucoup plus gros qui parlent de thématique ou d'un sujet qui me tient à cœur autour du jeu de société. Bref, il y aura un nouveau format sur la chaîne de ce style-là. Après, j'ai d'autres idées en tête de format, mais là, je ne peux pas trop en dire en tout cas. Là, en fait, avec les vidéos le jeu et les vidéos je teste enfin, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Du coup, les autres formats, je ne les mets pas en place tout de suite. Le gros format, c'est déjà mis en place, où j'ai une vidéo qui doit sortir et une qui est programmée, mais pour les autres formats, j'y suis pas encore vraiment dessus, donc c'est pour ça que je me prononce pas. Alors là, une ribambelle de questions, c'est je fais quoi comme métier par exemple? Alors ce que je fais comme métier depuis longtemps, depuis 8 ans, je suis monteur vidéo, vidéaste pour Sébastien Roignan de la chaîne F1.4 et le guide du photographe de mariage. Donc ça fait 8 ans que je monte des vidéos pour lui et que je fais différents projets par-ci par-là, notamment il y a eu des courts-métrages de la part de Sébastien. À côté de ça, comme je suis en micro-entreprise, je fais de temps en temps des petites prestations. Par exemple, je numérise des cassettes, des mini-DV, des Super 8 pour des particuliers. C'est toujours sympa à faire, de revoir les gens découvrir leurs souvenirs qu'ils n'ont pas vus depuis un bon moment. Je fais beaucoup moins, mais je le fais encore. Et puis, n'oublions pas aujourd'hui, ça. YouTube aujourd'hui, ça me prend beaucoup de temps. On peut clairement dire que c'est un métier à plein temps maintenant. Vu le temps que ça me prend, vu l'énergie que ça me prend, clairement, je ne peux plus mettre ça de côté en disant non, c'est pas un vrai métier. Si, c'est un vrai métier. Alors oui, c'est pas un métier dans lequel je me lève à 6h du matin pour faire ceci ou cela. Quoique, quand on part au salon, on part très tôt. Surtout quand on va à Cannes. Cependant, en termes d'énergie et de temps que je passe à faire ces vidéos, ouais, clairement, c'est devenu un métier. Surtout que maintenant, j'en ai parlé il y a pas mal de temps, mais je gagne de l'argent avec YouTube, que ce soit YouTube lui-même, même si c'est pas des sommes mirobolantes, quelques contrats par-ci par-là. Par exemple, j'ai fait une vidéo pour Etonac Vanguard, j'ai fait un petit short pour Ethereum, j'ai fait une vidéo pour Mob. Bref, ça m'arrive de faire des vidéos sponsorisées. Et puis j'oublie pas que Asmodée me rémunère la chaîne. Rémunérer la chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je ne fais pas de vidéos sponsorisées pour un jeu en particulier de chez eux, je leur ai fait une facture sur l'année, et vu que c'est quasiment impossible d'esquiver des jeux Asmodée, c'est comme si ils payaient plusieurs vidéos dans l'année. Donc à chaque fois que je parle de jeux Asmodée, je mets le petit bandeau collaboration commerciale, et c'est tout comme. Donc voilà à peu près les métiers que je fais. Mais globalement, vous pouvez englober ça à vidéaste, monteur, voilà, ces trucs-là. Est-ce que j'aime les dungeon crawlers? Oui, les dungeon crawlers, j'aime bien, c'est une mécanique qui pour moi fonctionne toujours autant, qui fait vivre des histoires, et ça je trouve ça vraiment génial. Un des derniers auxquels j'ai pu vraiment jouer, c'est Betrayal at House on the Hill. Alors c'est pas un dungeon crawler dans le sens qu'on fouille pas des donjons, etc., mais ce principe de déplacement, action, etc., voilà, moi j'ai trouvé ça génial, et je me suis beaucoup amusé. Mais globalement, j'aime bien les zombicides. J'ai Donjons et Dragons jeu de plateau, Gloomhaven, les mâchoires du lion, on a pas mal avancé, même si j'aimerais qu'on avance un peu plus. Et j'en passe des meilleurs, il y en a énormément des dungeon crawlers. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les dungeon crawlers parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Descent, putain comment j'ai oublié Descent. Bref, la réponse est oui. Mon avis sur Games Workshop. Mon avis, il est gros. Mon avis, il est un peu long quand même, dans le sens où je pense que globalement, mais j'ai pas assez joué à leur jeu pour le dire, j'aime pas leur jeu. Mais sûrement parce que justement, je n'y ai pas assez joué. J'ai une armée Necron qui est prête, où je pourrais faire des parties de Warhammer 40 000. Mais ces jeux-là, il y a toujours un truc qui m'a gêné, c'est ce côté, je fais un jet pour savoir si je touche. Ok. Je fais un jet pour savoir si je blesse. Ok. Je dois refaire un jet pour savoir si je sauvegarde. Ok, là c'est bon, c'est tant de PV que je lui ai mis. Sérieusement? En fait, c'est vraiment un
un aspect qui m'a toujours fait trop bizarre dans les jeux Games Workshop. Quand je compare à tous les autres jeux où j'aime les dés, que ce soit Hyperspace, Glorantha, Cthulhu Wars, je trouve ça fou qu'on ait fait un système aussi lop. C'est incroyable de faire autant de jets de dés pour un seul truc. Enfin bref, moi ça c'est l'aspect qui me gêne le plus. Et après, pour ce qui est du prix, etc. Alors globalement, je trouve que leurs figurines ne se renouvellent pas assez, qu'ils se foutent de la gueule des gens pour vendre plus encore et encore. Ça c'est mon avis. Je sais que les gros fans de Games Workshop, au contraire, ont des œillères et qu'ils ne voient pas à quel point on se fout de leur gueule. Ou au contraire, qu'ils en sont conscients mais qu'ils aiment tellement, qu'ils balancent tellement d'argent dedans. Bref, Games Workshop, je ne suis pas ami avec eux. Est-ce que j'ai une chérie? Oui, je le dis régulièrement, je joue avec ma compagne, voilà, vous le savez maintenant. C'est quoi le jeu que personne ne connaît mais que tu adores? Ça, on dirait une question de le jeu, ça. Bah, de toute façon, comme question, ça va sûrement être un Peterson Games, et vu qu'il est sorti en Amérique, pas encore en France, j'espère bientôt le recevoir en France, eh ben, je peux citer Hyperspace, un 4X généreux en termes de contenu, un gameplay d'une fluidité exemplaire, y a pas de phase de jeu, c'est 3 actions, joueur suivant, 3 actions, joueur suivant. Dans un jeu de 4X, c'est en vrai plus ou moins jamais vu. Hyperspace, c'est le jeu que j'attends depuis longtemps. D'ailleurs, dans la FAQ des, je sais plus, 5000 abonnés, eh ben je disais que je l'attendais. Il n'est toujours pas arrivé. Normalement, c'est en bonne voie pour que la version simple arrive. Oui, version simple, parce qu'on va peut-être se faire douiller aussi chez nous. Peut-être pas au point de certaines entreprises, mais voilà, ça risque d'être chaud. En tout cas, Hyperspace, je ne manquerai pas de vraiment plus vous en parler quand je l'aurai pour de vrai. Mais voilà, le jeu que personne ne connaît mais que j'adore, bah ouais, je pense que ce serait celui-ci. Après, si je devais parler de jeux qui sont déjà sur le sol français, faciles d'accès, etc., bah il y a Imperial Struggle, que j'ai découvert il y a plusieurs mois maintenant, et je suis fasciné par la proposition de ce jeu. Je n'ai jamais ressenti une stratégie comme ça dans ce jeu, mais il y aura une vidéo sur lui, donc je n'en dis pas plus. Tu aimes quoi comme musique? Alors là, ça a rien à voir avec les jeux. Mais c'est bien, j'avais demandé de poser des questions autres que sur les jeux. Juste après la question, c'est écrit « J'ai vu que tu étais musicien ». Et oui, j'étais musicien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, je touche encore à mes instruments, mais quand même beaucoup moins qu'avant, et je joue de la guitare et du piano. Mais qu'est-ce que j'aime comme musique? Alors, souvent, il y a la réponse bateau à dire « J'écoute de tout ». Et la réponse est non, j'écoute pas de tout, parce qu'il y a des styles avec lesquels je suis vraiment moins en adéquation et j'ai du mal à rentrer dedans. Du coup, pour répondre à la question « J'aime quoi comme musique ?» je vais plutôt répondre ce que j'écoute le plus en musique. Ce que j'écoute le plus en musique, c'est de l'électro dubstep. Avec comme artiste principal que j'écoute quasiment tout le temps, eh ben c'est Savant. Savant, c'est un artiste norvégien qui a fait énormément de contenu électro, dubstep, voire orchestral, jeux vidéo, métal, enfin un paquet de types musicaux différents, mais globalement il est centré quand même électro dubstep, et en plus il y a un dernier album qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle X3 ou 3, et j'adore toujours autant ce qu'il fait. Je sais pas vraiment comment vous vendre ça. Pour moi, de toute façon, ce genre de musique, quand on n'en écoute pas tant que ça, bah ça peut faire un peu bizarre au début, un peu comme si je vous mettais du métal d'un coup alors que vous en avez pas l'habitude. C'est complètement normal, et je pense qu'on peut apprécier ces musiques que si on est éduqué à ces musiques plus ou moins. Donc au pire, soyez curieux, je vous mets le lien de sa chaîne, on sait jamais, ça peut peut-être vous plaire, mais c'est mon artiste favori de tous les temps. Je suis allé à un concert de lui il y a pas si longtemps, c'était en mi-mars et c'était génial. Mais bon, si ça vous intéresse que je vous en parle plus, bah dites-le moi en commentaire, on sait jamais, peut-être que j'en parlerai sur Instagram, en short, j'en sais rien, mais voilà, si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite recommandation, j'en sais rien. Ah, encore une question sur le jeu, est-ce que tu trouverais sympa d'interroger des joueurs qui n'ont pas forcément une chaîne YouTube pour diversifier un petit peu les réponses? Bah c'est déjà le cas, je sais pas si vous regardez un petit peu les bandeaux des gens, mais il y en a beaucoup où c'est écrit joueurs passionnés, ou en tout cas qui ne sont pas rattachés à vraiment une chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Alors après, je vois ce qu'il veut dire, c'est vrai que j'avais beaucoup recentré sur des gens du monde du jeu. Mais parce que quand j'ai créé cette série de vidéos Le Jeu, ce qui m'intéressait, c'était avoir la réponse de gens auxquels je voulais avoir la réponse. Je me suis toujours demandé, tiens Simon, qu'est-ce qui répondrait à ça? Tiens Maxildan, qu'est-ce qui répondrait à ça? Tiens Pénélope, qu'est-ce qui répondrait à ça? Parce que c'est des gens qui donnent leur avis sur plein de jeux. Donc forcément, on a envie d'avoir un avis sur telle ou telle question et donc sur tel ou tel jeu. Ça veut pas dire que les réponses des autres ne
sont pas pertinentes. Ça veut juste dire que dans l'approche qu'on en a au tout début, c'est ça que j'attendais. Maintenant, c'est sûr que ça peut être intéressant de découvrir des profils de joueurs. Par exemple, vous avez découvert celui de Pete, vous avez découvert celui des personnes de Déclic Ludique. Bref, découvrir l'univers ludique d'une personne, c'est toujours assez intriguant, et donc oui, il y aura peut-être plus de joueurs, juste joueurs, qui passeront dans les vidéos le jeu, mais pour le moment, ça a été ça. Mais pour répondre à ta question, surtout, non, leurs réponses ne sont pas forcément moins pertinentes, c'est juste que c'est pas ce que je cherchais en fait autour de le jeu au début. Quand tu donnes ton avis, à qui tu parles? À ta caméra et tu fais semblant de t'adresser à quelqu'un, ou il y a vraiment une personne devant toi? La question se pose par rapport justement aux vidéos le jeu, où je suis de côté et je regarde à côté de la caméra, par exemple ici. Et oui, je regardais bien quelqu'un. C'est sûr qu'on se dit, je me filme tout seul et puis voilà, je fais semblant que je parle à quelqu'un ici, alors que là actuellement il y a personne. Mais non, en fait, pour ces vidéos le jeu, je voulais vraiment faire le truc jusqu'au bout, à me faire interviewer par quelqu'un, à que quelqu'un me pose les questions pour justement qu'il y ait un effet d'échange. Et la personne qui me pose ces questions, c'est Alexis, que vous avez vu dans la vidéo Cthulhu Wars à 11, dans la vidéo Je teste enfin Andorre, dans la vidéo Je teste enfin Cluedo, et globalement il m'assiste de plus en plus pour pas mal de trucs, donc merci encore à toi Alexis. Un jeu qui mériterait une réédition, un jeu qui avec une autre thématique se serait plus écoulé, un jeu qui mériterait des extensions. Et il y en a encore d'autres de commentaires de ce genre-là qui proposent des sujets pour le jeu. Si vous voulez, je les mets de côté, ça c'est pas le problème, mais en tout cas, c'est pas prévu qu'il y ait de nouvelles questions. Parce que on peut toujours en trouver des questions, il y en a des plus ou moins pertinentes, là je saurais pas dire s'il y en a une plus ou moins pertinente que d'autres, mais ouais, j'ai souvent ce genre de truc à me dire, est-ce qu'on poserait pas cette question aux intervenants, machin? Bon, je sais que tout le monde a des questions à poser, potentiellement vous pouvez faire votre format de vidéo, ce format n'est pas à moi, bref, allez-y, faites-vous plaisir. Tu penses quoi des Kickstarter? Ah, vaste question. En plus, sujet à débat, les Kickstarter. Les Kickstarter, aujourd'hui c'est juste j'en fais encore moins qu'avant, sachant que déjà j'en faisais pas beaucoup. Globalement, je trouve que faire des Kickstarter pour vraiment financer un projet, j'adore. J'adore parce que ça permet de sortir des trucs qui ne sortiraient absolument jamais. Par exemple, les jeux de Youssef Fary sont des jeux qui, après je sais pas s'il a cherché à faire de l'édition, mais en tout cas ça lui permet de sortir ses propres jeux, tout petits, pas chers, et ça moi je trouve ça génial. Par contre, je déteste ce qui en a été détourné des Kickstarter, c'est-à-dire en faire un modèle économique. Donc ce qui s'est passé avec l'entreprise maudite dont on doit pas prononcer le nom, Peterson Games, a priori c'était ça aussi, Common, qui se pète bien la gueule ces derniers temps. Bref, je déteste quand le financement qu'on fait d'un jeu sur Kickstarter ne sert pas à la production de ce jeu, mais le sert à la production de l'entreprise en général. Je trouve que c'est un modèle malsain. Pour moi, il faut que l'argent qu'on récupère de Kickstarter ne soit utilisé que pour le projet en question. Et c'est pour ça qu'à l'époque, et d'ailleurs ça vient avec la deuxième partie de ta question, j'avais mis en avant Artefact. Parce que la deuxième question qui me pose, c'est le jeu dont vous parliez l'année dernière sur la programmation d'un robot en Kickstarter, il en est où? Eh bien Artefact, il y a pas mal de mises à jour, il y a pas mal de news qui sortent sur la page Kickstarter. Donc si vous voulez des infos, il y en a plein là-bas. L'auteur a déjà reçu un super beau prototype avec des rangements de fou hyper bien optimisés, c'est génial. J'ai hâte de voir le projet vraiment évoluer, peut-être même terminer. Mais globalement là, je parle pas tout à fait en son nom parce que je suis pas au courant de tout, mais entendez juste que travailler avec les usines, c'est long, faut faire des allers-retours pour leur dire mais non, ça on avait dit comme ça, mais ça on avait dit comme si. Du coup en fait c'est juste que là ça prend du retard parce que la communication est vraiment pas la plus simple. Mais Artefact, pour le moment, il y a des news, voyez-les sur la page Kickstarter, elles sont plutôt encourageantes. As-tu des nouvelles sur une éventuelle sortie de Ascendancy en boutique? Alors cette personne pose la question à moi parce que j'avais fait une vidéo sur Mob qui mettait en avant Ascendancy. Mais je vais te répondre, non, je n'ai pas de nouvelles par rapport à Ascendancy pour la simple raison qu'en fait, je ne fais pas partie de l'entreprise Mob. L'idée de cette vidéo avec Mob, c'était montrer ce qu'il proposait aux éditeurs. Après, c'est à vous de demander aux éditeurs de jeter un œil sur ces jeux-là pour qu'ils contactent Mob, pour qu'ils les mettent en relation, etc., etc. Donc en gros, Ascendancy, moi je sais pas
où il en est, puisqu'en fait je ne sais pas si un éditeur l'a récupéré ou quoi que ce soit, je ne sais pas si Mob a trouvé un éditeur pour ce jeu. Perso, ça me semble quand même compliqué vu la gueule du jeu. Donc voilà ma réponse, c'est si tu veux essayer de faire en sorte que ce jeu voit le jour par un éditeur français, le mieux c'est de contacter des éditeurs français pour leur en parler, et après c'est à eux de voir si le jeu peut sortir sur le sol français. Est-ce que tu vas bientôt changer de fauteuil? Parce que celui-là, il tombe en lambeaux un peu. Je vois pas du tout de quoi tu parles de ça là, ou tu parles de ces trucs là qu'on voit pas bien mais qui sont déchirés de fou. Oui, j'ai une chaise que j'ai depuis un moment et qui a du simili-cuir pas incroyable, qui s'est barré avec le temps. De plus, entre temps, j'ai eu un chat qui a fait des trous dedans, bref. Oui, en soi, faudrait que je change ma chaise, mais changer une chaise, ça veut dire de l'argent pour avoir une chaise. C'est pour ça que j'ouvre une cagnotte pour m'acheter une chaise. Non, c'est pas vrai. Est-ce que je joue sur BGA ? Quasiment pas. C'est une plateforme où j'ai du mal à me lancer pour y jouer. Alors qu'en soi, il faudrait, vu que ça me permettrait de découvrir des jeux par cette plateforme, donc de pas forcément attendre d'être en vrai pour y jouer. C'est juste que j'aime pas l'interface, j'ai du mal à m'y faire. Je préfère beaucoup plus jouer sur Tabletop Simulator ou encore sur des jeux directement numérisés, comme Terraforming Mars ou quoi, que BGA où vraiment j'ai du mal. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien, mais du coup, là, la réponse c'est juste, j'y joue quasiment pas. J'ai fait un peu de Clash of Deck dessus, voilà, j'ai pas fait grand chose. C'est quoi ou qui tes meilleures rencontres grâce aux jeux de société? Déjà, c'est qui? C'est vous, majoritairement, parce que sans vous, jamais j'aurais découvert d'autres personnes du monde du jeu de société. Ensuite, dire mes meilleures rencontres, ça serait mettre des gens sur un piédestal, mais citer des noms, c'est dur en vrai. Parce que citer des gens et ne pas en citer d'autres, c'est ça le pire. Bon, je crois qu'en vrai, je dirais quand même Lucas de Tripty Games. Parce que c'est quelqu'un qui est venu me parler à la première convention de Cannes à laquelle j'étais. On a pas mal sympathisé, on a pas mal parlé de jeux et régulièrement on parle de cet afflux de jeux de société. Ça me permet en fait d'avoir quelqu'un à qui parler de cette profusion de jeux en permanence. Et puis en vrai, si je vais citer quelqu'un d'autre, je vais citer Gian, parce que lui aussi je peux lui parler de pas mal de choses, mais surtout on a ce rapport dans les vidéos Je teste enfin où on fait des discussions de bar un petit peu parfois, où on raconte des conneries et finalement c'est créer une forme de relation entre nous deux qui est très intéressante en vidéo, je trouve, et où j'aime beaucoup parler avec lui de l'évolution du jeu de société, où on débat souvent de celui-là c'est un jeu génial et en fait pour lui pas du tout, ou l'inverse. Donc voilà, je pense que je citerai ces deux personnes, mais bien sûr je suis trop content d'avoir rencontré toutes ces personnalités du monde ludique, que ce soit les créateurs YouTube ou même les éditeurs, où il y a des éditeurs où c'est presque devenu des amis tellement à chaque fois qu'on se voit dans les salons on est là, oh trop bien, t'es là, c'est génial. Enfin bref, big up à toutes les personnes qui sont contents de me voir quand je suis à côté d'eux, parce que sûrement qu'il y en a qui sont moins contents. Mais oui, j'ai eu des très très bonnes rencontres avec les jeux de société. Et puis c'est quoi mes meilleures rencontres grâce aux jeux de société? Parce que c'est qui, je comprends, mais c'est quoi? C'est Peterson Games, parce que c'est les meilleurs jeux du monde. Ok, pour une deuxième maxi partie de Cthulhu Wars. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Cthulhu Wars à 11 joueurs pendant 10 heures. C'était pas pendant 10 heures. Et j'en avais fait un vlog géant où on suit plus ou moins toute une partie de Cthulhu Wars à 11 et c'était génial. Et donc Kevin, celui qui pose la question et qui est celui qui avait organisé la première partie, il me demande si je suis ok pour une deuxième partie. La réponse est évidemment oui. Après pour la prochaine, si j'ai bien compris, on préférerait faire un Gloranta à 8. Et ça j'avoue, ça peut être ouf. Surtout si on met genre toutes les extensions. Moi j'adore ça. Et là on arrive sur quelqu'un qui m'a posé 10 000 questions. On va piocher un peu dedans pour savoir s'il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres, mais voilà, on va voir ça. Qu'est-ce que tu penses des jeux où il est impossible d'avoir tout le contenu? Les fameux jeux où il y a plein d'extensions, où si on prend pas tout maintenant, en fait on n'aura pas tout plus tard. Parfois ça m'emmerde, et ça m'est arrivé avec Rising Sun, où je galérais à choper certaines extensions, et notamment la Daimyo Box, qui est sûrement une des extensions les plus intéressantes, parce qu'elle rajoute du cosmétique, une faction supplémentaire, et Godzilla, enfin surtout d'autres monstres. Bref, globalement je trouve ça très chiant quand il y a des jeux où je ne peux pas avoir la totalité. Alors oui, on n'est pas obligé de tout avoir pour vraiment s'amuser,
abusé, de toute façon je suis sûr que ton Cthulhu Wars t'as pas joué avec tout. Oui. Néanmoins ça fait rêver et quand enfin on sort l'extension qu'on n'a pas joué alors qu'on l'a depuis des années, et bah il y a un sentiment mais génial d'avoir enfin touché à ça. Par exemple Anachronie, j'ai clairement pas joué à toutes les extensions et pourtant ça fait longtemps que je l'ai. Cthulhu Wars, il y a énormément d'extensions et oui j'ai pas joué à tout, mais j'ai joué à beaucoup de choses. Gloranta, j'ai joué à tout par contre. Non quoique, j'ai joué à toutes les extensions, mais pas avec tout ce qu'il y a dans toutes les extensions. Mais globalement oui ça me saoule. Là par exemple, je sais qu'il y a le Kickstarter de Risk of Rain 2, que j'aime beaucoup comme jeu vidéo et j'aimerais beaucoup l'avoir, mais je peux pas me le permettre financièrement. Du coup, bah tant pis, je passe à côté de Risk of Rain 2, je préfère ne pas l'avoir qu'avoir une version tronquée du jeu, parce que c'est souvent le cas sur ces jeux-là où avoir juste le jeu de base, bah on n'a pas grand-chose. Est-ce que je compte un jour faire une vidéo? Quel est le jeu spécial abonné? J'y avais pensé il y a longtemps. La difficulté principale, bah déjà c'est trouver les abonnés qui pourraient répondre à ces questions, et quand je dis les trouver, je parle aussi d'éloquence. Et oui, tout le monde n'est pas fait pour être devant une caméra. C'est pas de la discrimination ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui sont moins à l'aise que d'autres. C'est pas pour rien que tout le monde ne fait pas des vidéos. Je ne vais pas donner le micro et la caméra à n'importe qui pour qu'il réponde à des questions. Et c'est ça le plus gros problème finalement avec ce dilemme de faire des vidéos avec des abonnés, c'est bah il faut le mettre en place correctement, faire une sélection, donc ça prend du temps, ça demande du social ou parfois ça peut se retourner contre nous, donc c'est pas si simple que ça. Donc je sais, ça paraît condescendant de dire bah non, toi tu mérites pas, toi tu mérites. C'est pas une histoire de mérite, c'est une histoire de il faut que ça reste divertissant, dynamique. Il faut que ça apporte quelque chose en fait, tout simplement. Quel est le jeu le plus cheap de ma collection? Genre celui où tu te dis que les créateurs auraient pu faire plus d'efforts. Alors plus d'efforts, je sais pas parce que j'étais pas là à cette époque, mais clairement, c'est la V1 de Aurora Arkham. C'est dégueulasse. Déjà à l'intérieur, je sais pas si vous le verrez, non, ce côté-là de la boîte ça va, il est pas trop moisi. Déjà à l'intérieur ça sent la vieille maison un peu humide, mais ça vient pas forcément du jeu. Après pour les fiches personnages, je vais essayer de vous montrer, mais en gros vous voyez sur les côtés il y a des petits points, vous voyez c'est les trucs qu'on découpe à la main tout simplement, il y a des petits points sur le côté là. C'est assez fin, hein, c'est du petit papier plastifié, des pions très très simples, les cartes c'est pareil, hein, c'est des petites cartes avec des petits points partout, c'est pas grand chose quoi. Et puis le dessin, c'est genre une arme avec un texte. Les tuiles, c'est vraiment des tuiles de l'époque avec des petits cartons et puis il y a même pas d'illustration dessus. Là, c'est un loup-garou par exemple. Vous reconnaissez le loup-garou? Ensuite, les règles de jeu, bah c'est clairement un journal. C'est clairement un petit journal comme ça, mais en même temps, je crois qu'à cette époque, on faisait pas forcément mieux. Une tablette des événements par exemple, incroyable. Et surtout, regardez-moi ce plateau, voilà, avec ses designs type jeu de loi, on se croirait vraiment à l'époque justement. Donc c'est moche, c'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais est-ce qu'il pouvait vraiment faire mieux à l'époque? Je sais pas en fait. Donc c'est clairement le jeu le plus cheap que j'ai dans ma collection. Un des rares jeux d'ailleurs que je collectionne, parce que je suis pas très collectionneur dans le sens où j'aime pas avoir un jeu juste pour le posséder, parce que ça je suis même pas sûr d'y jouer un jour pour être très franc avec vous, mais ça me faisait tellement marrer d'avoir ce jeu, et surtout que c'est un des premiers jeux de société sur lequel Sandy Peterson a travaillé. Donc oui, Aurora Arkham V1, Peterson a travaillé dessus, donc c'est pour ça que je l'avais acheté, c'était pour préparer une vidéo à la base. Tu conseilles quoi comme type de meuble pour entreposer ou exposer les jeux? Je crois que le plus simple à répondre c'est Kallax. Je suis pas expert en meubles, je pourrais pas vraiment répondre à cette question, mais ce qui est très drôle avec ce mot Kallax, d'ailleurs personne n'a vraiment fait la remarque, j'ai fait une interview de Damien Chauveau qui nous présente ses jeux qu'il a chez lui. Au départ la vidéo je voulais l'appeler le Ludo Club, mais quelques temps après, en fait le passe-temps a annoncé sa vidéo le Ludo Club. Donc pour ne pas faire doublon, j'aurais envoyé des messages pour en parler, etc. Tout va bien. Et du coup moi je me suis dit allez, je vais essayer de trouver un autre nom, et je trouvais ça très drôle d'appeler cette série Kallax Tour, puisque c'est le meuble le plus connu par tous les joueurs. Après je suis sûr qu'un jour quand je ferai une autre vidéo de ce genre, il y aura quelqu'un qui aura pas de Kallax, mais c'est pas grave, c'est quand même drôle. T'as déjà pensé à un projet de vidéo où tu ferais une sorte de tournoi sur un jeu quelconque avec plein de personnes? En soi on l'a plus ou moins déjà fait avec Cthulhu Wars à 11, néanmoins ouais, j'aimerais bien faire des tournois. La vraie difficulté d'organiser des tournois et surtout de faire des vidéos de tournois, c'est con, mais c'est le budget. En fait, si je suis organisateur pur, je ne pourrais pas y jouer. Donc si je veux y jouer, il faut des gens qui gèrent le reste. Donc la technique, donc tout ça. Et là, on rentre dans des problématiques de gestion pure, de matériel, d'organisationnel, bref, des trucs qui prennent pas mal de temps
qu'on ne peut pas passer outre, et donc compliqué. Mais oui, j'ai souvent voulu organiser des tournois et les filmer, mais c'est plus difficile à faire qu'on ne le pense. C'est pour ça le Cthulhu Wars A11 était parfait, puisque c'était un vlog où on suivait les événements du tournoi. Mais si le but c'est vraiment de suivre des parties, là il faut un peu plus de logistique. Un jeu que tu as joué avec tes potes ou de la famille que t'as apprécié, mais lorsque tu y as rejoué, après tu t'es rendu compte qu'il était pas si bien. Bah The Gang. The Gang ça a été un yo-yo. En fait The Gang c'est un jeu qui est trop dépendant des joueurs autour de la table. Je me suis fait chier sur mes premières parties. La fois où j'ai joué avec un super groupe, c'était à l'association et il y avait dans le lot Johan et Céline Levet et Marie Grandjeu. Et là, il se passait quelque chose autour de la table. Il y avait de la vie en fait au moment où on jouait. Et après, j'ai ressorti The Gang avec d'autres personnes et ça a pas marché. Bref, le jeu pour moi est trop dépendant des joueurs autour de la table et du coup, bah aujourd'hui, c'est clairement un jeu. Je pense que je m'en séparerai parce que ça me correspond pas en fait, tout simplement. En globalité, c'est quoi l'équipement, les logiciels de montage que tu utilises pour tout filmer et monter? Ouah, la question technique pure. Je me filme actuellement avec un Canon 70D de 2014. Putain, il a 11 ans. Le micro avec lequel je m'enregistre actuellement est un Rode NTG3, enregistré lui-même avec une Tascam DR60. Autrement, j'utilise des petits micros DJI Mic 2 pour les moments où on est plusieurs ou quand j'ai la flemme. J'ai des lampes bon marché d'Amazon d'il y a très longtemps qui vivent encore et je sais pas comment c'est possible. Des trépieds par-ci par-là. En logiciel de montage, j'ai été très longtemps sur Adobe Premiere Pro. Aujourd'hui, je suis sur DaVinci Resolve parce que Adobe Premiere Pro n'est plus optimisé du tout. Sinon, en caméra supplémentaire, j'ai une petite caméra JVC qui me sert pour pas mal de choses mais qui est pas d'une qualité folle. Une petite caméra type GoPro mais qui est un truc de moto qui pareil est très pratique pour des plans très larges mais qui n'a pas une super qualité, c'est plus pour des timelapse. Et puis j'ai ça qui est mon téléphone qui a un objectif extrêmement fat comme vous le voyez. Il s'agit d'un Xiaomi 14 Ultra. Je l'ai acheté depuis un peu plus d'un an et autant pendant un temps j'en avais rien à faire d'avoir un téléphone qui faisait des bonnes photos et bonnes vidéos. Aujourd'hui, dans les salons, c'est ça que j'amène. J'amène plus de caméra, c'est trop gros, c'est trop chiant à manipuler. Ça, on le tient comme ça, on le met sur un trépied, donc on peut le tenir avec une poignée, c'est hyper pratique. Donc aujourd'hui, ça c'est une de mes meilleures caméras, étonnamment, parce que c'est aussi une caméra qui fait 4K et 8K. Donc oui, aujourd'hui, ça c'est un des trucs que j'utilise le plus. Quelle a été ta meilleure découverte dans un jeu test enfin? Je pense que c'est Les Aventuriers du Rail. C'est une réponse qui, je pense, peut choquer dans le sens, c'est ça vraiment qui t'a le plus plu parmi tout ça? Non, c'est pas le jeu qui m'a le plus plu, mais c'est un jeu qui m'a permis de découvrir tout plein d'autres choses autour des Aventuriers du Rail, notamment le Legacy que j'ai adoré, et ça c'est fou en vrai. Après, sur le moment, je pense que celui où j'ai vécu l'expérience la plus appréciable, je pense que ça se joue entre Twilight Struggle et La Guerre de l'Anneau. Parce que c'est des expériences de jeu qui me parlent le plus, ce truc du tu réponds à l'adversaire pour faire telle ou telle action. Oui, c'est des jeux que j'ai trouvé fabuleux et en plus La Guerre de l'Anneau m'a fait la porte d'entrée vers Dune Guerre pour Arrakis. Donc oui, ces jeux-là m'ont clairement parlé. Voilà, je suis arrivé au bout de toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire des différentes vidéos où j'ai demandé des questions. Merci à vous d'avoir posé toutes ces questions, d'avoir pris le temps de réfléchir à ces questions, de voir que vous êtes encore là pour suivre cette chaîne et me voir vous parler de trucs qui sont complètement inutiles parfois. Moi, je suis trop content de faire encore ces vidéos jeux de société. Il y a beaucoup de fois où c'est beaucoup de stress, je vais pas mentir, mais c'est beaucoup de stress pas que à cause du jeu de société. Globalement, je suis quelqu'un qui me fait des films pour pas grand chose et le jeu de société est un moyen de rencontrer du monde, de sortir de ma zone de confort et parfois c'est pas facile. Donc globalement, cette grosse aventure que vous me faites vivre avec cette chaîne, c'est beaucoup pour moi, c'est vraiment beaucoup. Déjà par l'amour et le soutien que vous m'envoyez et puis par les rencontres surtout que je fais. Je vous avais dit que je vous poserais une question en fin de vidéo, c'est justement en rapport avec du soutien. Je ne sais pas assez si c'est quelque chose que je peux me permettre aujourd'hui, mais est-ce que si j'ouvrais un compte Tipeee, vous y participeriez? Et surtout, si je le faisais, qu'est-ce que vous attendriez d'un compte Tipeee de ma part, puisque en général on est obligé de faire des contreparties. J'ai sûrement des contreparties que je peux vous faire, mais je ne sais pas pourquoi ça ne me vient pas à l'idée. En commentaire, mettez si ouvrir un Tipeee ou un Patreon, bref une plateforme de
soutien en mon nom, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous seriez présent pour me soutenir? C'est toujours un peu bizarre de parler de ça directement, mais bah ouais, c'est quelque chose que je réfléchis depuis un petit temps parce que financièrement ça peut quand même être intéressant pour pouvoir continuer cette activité YouTube, etc. Donc voilà, mettez en commentaire si ça vous intéresse et ce qui vous intéresserait autour de ça. Et je rappelle que si vous voulez participer au fait de gagner un lot parmi cet énorme lot de jeux, eh bien il vous suffit de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter quelque chose sous cette vidéo. En attendant, jouez bien, jouez à plein de jeux, parlez-moi de jeux aussi et on sait jamais, peut-être que j'en ferai des vidéos. Et puis d'ici là, bah moi je vous dis, salut! Et surtout merci pour toutes les questions et votre soutien.